Bien, nous passons au dernier sujet, Togo. On va parler de cette lourde sanction contre le journal alternatif, le bi-hebdomadaire, dont le directeur de publication Ferdinand Haïté a été suspendu par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La décision est sortie le 5 février dernier. Le journal écope d'une suspension de 4 mois. L'alternative ne pourra donc plus paraître. La décision a été notifiée au directeur de publication. J'ai également sous mes yeux un communiqué du journal alternatif qui date d'aujourd'hui, un communiqué sur lequel le journal revient sur les démarches qu'il a entreprises avant la publication de son article, trouve la décision de la HAC injuste, mais dans le contexte actuel, j'ai envie, Chris Ega, de poser simplement la question, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? L'affaire en général? Oui. Bon, peut-être que si on séquençait, voilà, je crois la réaction de la HAC. Et là, je crois que je suis en train justement de parler de séquençage, c'est-à-dire de procéder par séquence pour nous permettre de bien approcher le sujet. Bon, voilà, en ce qui concerne la réaction de la HAC, je crois que la HAC est partie du fait qu'il y a eu récidive de la part de Ferdinand Haïté, et qu'il faut le faire plus lourd. Et cette peine-là, on est parti la dernière fois qu'il a été suspendu, c'était pour combien de C'était pour 2 mois. C'était 2 mois. Maintenant, on est passé du simple au double. Mais la question que je me pose est de savoir quelle est la finalité, quel est l'objectif que poursuit cette suspension, c'est-à-dire cette peine-là, quel est l'objectif que cela poursuit. Il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, l'environnement même, les conditions de pratique même du journalisme a beaucoup changé, parce que nous avons aujourd'hui des nouveaux médias et que les choses ne se passent plus tellement de la même façon. Si nous avons un peu plus de 7 millions d'habitants au Togo, on peut dire aujourd'hui qu'au Togo, on a, par le biais des réseaux sociaux, 7 millions ou bien plus de 7 millions de journalistes, et que la perception même du métier du journalisme, de l'incidence que le journalisme classique a sur les mœurs, sur les opinions, ce n'est plus pareil. Si aujourd'hui on suspend un journal pour 4 mois, est-ce que c'est parce qu'on veut frapper le directeur à la poche, c'est-à-dire à la bourse, mais on veut le priver d'une ressource, de ressources, ou tout simplement on veut éviter qu'il continue de répandre ses positions dans l'opinion. Si c'est pour éviter l'empêcher de continuer d'agir sur l'opinion, je crois que ceux qui ont pris ces décisions-là ont tout faux, parce que il y a 1000 moyens aujourd'hui qui permettent aux journalistes suspendus ou bien aux journaux suspendus de continuer d'émettre ou bien de continuer de prendre position vis-à-vis des sujets essentiels à travers les réseaux sociaux, etc. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, on a au Togo plus de 7 millions de journalistes, c'est-à-dire les gens qui peuvent toujours communiquer, qui peuvent mettre devant l'opinion des informations, qu'elles soient fausses ou vraies. On constate aujourd'hui que les gens mettent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, disent des choses avant même qu'on les trouve dans les journaux. C'est généralement des choses que nous avons déjà appris par les réseaux sociaux. Alors, ce qui me permet de chuter pour dire que 4 mois de suspension, je crois que c'est trop. Ça peut être une peine symbolique qui permet quand même de parler avec le journaliste, de le conscientiser, si tel qu'il est dans le faux. Parce que là, nous ne sommes pas encore venus sur le fond de l'affaire, nous ne sommes que sur la périphérie de cette affaire-là. Nous parlons que de la peine qui est infligée. Je me dis que c'est disproportionné. De toute façon, si c'est pour priver le journaliste d'une source de revenus, bon, on ne sait pas, parce que les journalistes peuvent avoir plusieurs sources de revenus. On ne sait même pas si c'est le papier, le journal physique permet aujourd'hui de nourrir le journalisme. Moi, je ne suis pas sûr du tout. Donc, on prive Ferdinand d'écrire ses papiers. Je me demande si les sanctionneurs n'ont pas tapé à côté. Thierry Afanouke, vous trouvez que c'est une sanction disproportionnée, même si la HAC parle de récidive? Oui, est-ce que la récidive à elle seule est suffisante pour qu'on puisse suspendre le journal
pour 4 mois. Aujourd'hui, la HAC est devenue un épouvantail pour la presse togolaise. C'est vrai que les confrères, quand ils veulent parler de la HAC, ils ont peur, ils caressent la chose parce que vous ne savez pas quand est-ce que votre tour arrivera. Le couperet peut tomber sur vous. Ah oui, mais c'est surprenant que en une année, la HAC a sanctionné 3 ou 4, au moins 3 ou 4 journaux. Alternatives, je crois le journal de Fraternité, il y a le journal de Yves Gallet, Symphonie, Oui, Symphonie. Et on a retiré un récépissé. Oui. À moins L'Indépendant Express. Indépendant Express. Bon, ça, il peut en avoir plus. Mais en une année, moins d'une année, voilà le tableau. Alors, la HAC ne peut pas continuer par prendre des décisions à couper le souffle. C'est-à-dire que dans l'opinion, les gens se posent des questions. Et cette façon de procéder, de faire là, fait croire à certains comme quoi la HAC est à la solde du pouvoir de Lomé. C'est-à-dire que l'indépendance que nous voulons à notre HAC, on ne la sent pas forcément. On ne la voit pas. Parce qu'il suffit que X ou Y du rôle de sa position prend son téléphone et dit tant, c'est ce que je veux. Et parfois même, l'autorité ou la personne en question se déplace même au siège de la HAC et demande que le journal soit sanctionné. Et la HAC s'exécute. Mais finalement, il y a problème. Et quelque part, nous les journalistes aussi, nous avons failli. Parce que le code là, qu'on nous applique aujourd'hui, nous n'étions pas fortement impliqués dans la révision de ce code-là. C'est vrai qu'un travail a été fait à Palimé, mais malheureusement, quand c'est arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, ceux qui devraient faire le job pour nous, ça y est, je veux parler de l'opposition parlementaire, c'est qu'eux tous y sont allés dans la même voie. J'ai déjà quand même eu ce débat avec un député sur la question qui disait que le jour de l'étude, un certain nombre de responsables d'organisation de la presse étaient là, qui ne réagissaient pas. Vous avez vu l'image, on les avait relayés, ils étaient derrière. Oui. Mais ils pouvaient réagir aussi. Non, ils n'avaient pas voix. Parce que tout le temps, quand le ministre était interpellé, il disait, mais les concernés sont là, ils ne réagissent pas. Mais encore, il faut se demander qui sont ceux qui étaient le jour-là à l'hémicycle. Donc, quelque part, comme on a dit pour les syndicats, c'est comme si c'est nous-mêmes qui avons prêté le flanc, c'est nous-mêmes qui avons donné le bâton. C'est-à-dire qu'on nous a, et je ne sais pas comment je dirais ça, on nous a trompés. On nous a amenés comme des moutons et de façon subtile, on n'a pas vu la chose venir et on est rentré dans le jeu. Et voilà, à chaque fois, la HAC brandit le nouveau code. Et la HAC fait trop fort. Non, c'est qu'aujourd'hui, on a peur. Si on veut écrire, on se demande, mais... Et surtout quand ça concerne un haut perché du pouvoir, on se demande, mais si je fais ça, si je mets ça à la place publique, est-ce que mon téléphone ne va pas sonner? Est-ce que je ne recevrai pas de SMS? Comme quoi on m'invite à la HAC. Non, sincèrement, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je suis tenté de dire que la HAC en fait... c'est trop fort. D'accord. Et puis, il faut dire que je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont pratiquement en fin de mandat et certains dans le lot veulent être reconduits. Donc, on veut forcément plaire aux gens pour qu'on les vote, pour qu'on les nomme, pour qu'on les reconduise. C'est pour cela qu'ils sont là à ne faire qu'utiliser la HAC. Je pense qu'en tout cas, de toute façon, l'attitude de la HAC... que ce soit sur cette affaire spécifique ou sur d'autres affaires, ça commence par surprendre beaucoup. J'ai sous mes yeux ici une réaction de Jerry Tama qui, je vais lire juste la partie où il écrit « Il faut que la HAC redevienne comme avant une institution de défense et de renforcement de la liberté de presse, qu'elle agisse plus par pédagogie que par répression. » Parce que là, aujourd'hui, c'est la répression qu'on met devant.
vous le faites, on vous sanctionne, on vous retire le récépissé, on vous interdit de parution pour un temps donné, pour vous assagir. Il y a véritablement une charpe de plomb qui s'abat sur la presse et qui est l'œuvre de la HAC aujourd'hui. Alors que concernant le cahier de charge de la HAC, il y a d'autres points qui ne sont jamais abordés. La HAC, il y a d'autres points dans son cahier de charge sur lesquels la HAC ne travaille jamais. Voilà, je crois que voilà, mon frère Thierry a finalement laissé la parole. Merci. Oui, c'est que tout à l'heure, je parlais de parler avec les journalistes. Parce que, de fait, c'est exactement ce que le Jerry Tama dit. Il faut faire de la pédagogie. Et la pédagogie, ce qui est essentiel pour la pédagogie, c'est la répétition. Et je crois qu'il ne suffit pas seulement de le dire 2 fois ou bien 1 fois et pour passer à la répression. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on parle de récidive, c'est qu'on considère, si on est passé du simple au double en ce qui concerne la sanction qui est affligée au journal alternatif, c'est comme on suppose on avait déjà parlé 1 fois avec lui et que on lui avait donné un avertissement qui c'était avec 2 mois de suspension et que peut-être la prochaine fois et qu'il se fera prendre, il faut passer au double. Peut-être la prochaine fois, au triple ou au quadruple, on ne sait pas. Mais c'est que ce qu'il y a lieu de faire, je crois qu'il faut que véritablement la HAC procède par pédagogie, par parler avec les journalistes. Il est vrai qu'il faut que le milieu soit discipliné, le milieu des journalistes soit discipliné, parce que ce qu'on constate là, on le constate finalement avec presque tous les titres, c'est que c'est ce ton offensif, c'est que c'est vrai que la presse n'est pas souvent respectueuse vis-à-vis des autorités. Parce que lorsque le Alternative écrit par exemple un faussaire au gouvernement, c'est du point de vue de communication, il y a un problème qui se pose. Parce que généralement, les gens dans la rue ne se contentent que des titres. Ils ne vont pas au fond de l'article pour lire. Or, ce qui est essentiel en matière de communication, c'est l'effet visuel. Et l'effet visuel ici, c'est le titre, et celui qui n'a lu que le titre est parti avec une opinion comme quoi celui qui est incriminé est effectivement un faussaire. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un titre incitatif. C'est-à-dire c'est le titre qui permet d'accrocher le lecteur. Quand bien même souvent au Togo, on sait que les gens ne lisent pas les articles, ils ne lisent que les titres. Donc je crois qu'il y a un problème au niveau même de la formulation de ce titre-là qui n'est pas descriptif, mais qui est un titre de jugement du point de vue de la communication. Parce que faussaire, c'est un épithète, c'est-à-dire c'est un qualificatif. Quelqu'un qui fait du faux. C'est quelqu'un qui fait du faux. C'est ce que c'est ce que ça voudra dire. Donc ça donne une image totale d'une personne, alors qu'on aurait pu parler d'une image sectorielle, c'est-à-dire il est apprécié sur un acte donné, sur un sujet donné, il n'est pas apprécié pour l'ensemble de ses œuvres. Donc c'est un titre tendancieux. Ça, il faut le dire. Il faut que nous, les journalistes, nous apprenions à faire de la titrologie, qui est l'art même de faire des titres pour ne pas tomber dans le caniveau. En même temps, je lisais quelque part hier, quand vous avez des journaux dans l'Hexagone qui peuvent traiter Nicolas Sarkozy de voyou. Oui. Je sais que Nicolas Sarkozy a fait sanctionner Patrice Poivre d'Avor parce qu'il l'a traité de petit gamin dans la cour de récréation quand Sarkozy était arrivé pour la première fois. Donc, on a l'impression qu'ailleurs, les gens se permettent certaines libertés qu'on n'autorise pas sous les tropiques. Oui, c'est-à-dire que la liberté va avec le type de société qu'on a. Vous savez, vous ne pouvez pas prétendre à la liberté qu'on peut avoir, par exemple, en France, lorsque au Togo, ici, vous n'avez pas construit vous-même cette liberté. Nous n'avons pas, il faut le dire, nous n'avons pas les mêmes approches, de la morale que ce qui se passe, par exemple, que chez les Occidentaux. Nous sommes les fruits d'une culture, et ce que nous mettons généralement dehors a comme référence ce background social-là que nous avons. Vous savez, il y a des choses, lorsque vous le dites, par exemple, chez un Européen, ça ne le choque pas. Mais lorsque vous dites la même chose chez un Africain, ça le choque. C'est comme vous parlez, par exemple, de l'homosexualité. En Occident, on trouve que c'est normal. Il faut que les lois soient
avalise l'homosexualité. Mais en Afrique, vous considérez quand même que l'homosexualité ne passe pas parce qu'on ne peut pas accepter qu'un homme épouse un homme ou bien une femme épouse une femme. Vous savez, selon la culture dans laquelle nous sommes, qui nous éduque, nous devons tenir compte de ça. C'est pour cela qu'on ne peut comparer que deux choses comparables. Donc j'étais en train de parler de ce titre incitatif-là et je disais que c'est vrai qu'il faut assainir un peu ce milieu parce qu'aujourd'hui, c'est comme chez les syndicats, les organisations syndicales au Togo, lorsqu'on n'est pas d'accord, on crée son syndicat. C'est comme aussi au niveau de la presse, lorsqu'on est en déphasage avec son directeur, mais on estime qu'on n'est pas bien payé, qu'est-ce qu'on fait? On va aller créer aussi notre presse. Et nous avons aujourd'hui sur le marché des centaines de presses, ou bien ce qui a vent au voile aujourd'hui, c'est la création des sites, etc. Vous savez, dans des conditions comme ça, je crois que la HAC est passée à la répression parce que peut-être qu'elle est débordée. Oui. Quand la HAC est débordée, en principe, la HAC devrait se réunir pour voir quelles sont les bonnes manières pour aider cette presse-là à se professionnaliser. D'accord. Ce n'est pas forcément par la répression, mais il faut une approche de fond sur le sujet. Je pense que Chris a touché un point. C'est vrai que on n'est pas content, en tant que journaliste, de subir ça. On se sent un peu à l'étroit avec cette manière de faire. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas à s'interroger nous-mêmes? Est-ce qu'on fait toujours bien? Est-ce que, quelque part, on ne prête pas le flanc? Oui, et même si, vous l'avez si bien dit, on n'est pas d'accord avec la HAC sur ces prises de décision, en réalité, ce qui anime la HAC aujourd'hui n'utilise que les armes que leur confèrent les lois que nous avons. Ils ne font rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est les textes qu'ils ont à leur disposition qu'ils les exploitent. Maintenant, même si nous ne sommes pas d'accord, ils font leur job. Maintenant, les appréciations peuvent varier d'un côté ou d'un autre. Maintenant, nous-mêmes, si je serais, je dis bien, je parle de moi, je serais à la place de Ferdinand Haïté et j'assume ce que je dis. Quand le problème s'est posé et qu'au cours du débat, il y a une possibilité de sortir de façon peut-être honorable, je veux parler du droit de réponse, du moment où il refuse, la HAC n'a de recours que la décision qu'elle a prise. Suspension. Vous voyez? Oui. Parce qu'on dit que l'article pose problème. Donc, il y a possibilité, vous avez deux choix. Rectifier. Voilà, de rectifier. Je pense que vous parlez de ce... Je vais lire ça, considérant qu'au cours de l'audition, le directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative n'a apporté aucune preuve pour soutenir le bien fondé de ces allégations et n'a exprimé aucune disponibilité à rectifier les propos tenus. Voilà. C'est ce que dit la HAC. Mais quand j'ai lu le communiqué de l'Alternative, elle dément. Elle dit qu'elle avait apporté les preuves à la HAC. Au même moment, l'Alternative dit que la HAC dit qu'il ne lui revient pas d'apprécier ces preuves apportées. Maintenant, quand il y a un échappatoire, qui est le droit de réponse, je crois qu'il fallait passer par là pour sauver pour sauver la situation. Parce que, et le monsieur en question, Maître Tcholenganou en question, ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est quelqu'un qui est au cœur des dernières réformes concernant le Dewey Business qui nous a classé, je n'ai plus le classement en tête, c'est que c'est des gens qui ont travaillé sur le climat, l'amélioration du climat des affaires. Donc, c'est des gens qui ont travaillé peut-être sur le nouveau code foncier que nous avons. Donc, c'est des gens qui maîtrisent les questions foncières dans notre pays. Le problème, c'est quoi? C'est une affaire de permis de construire. Et on dit que on a obtenu ce permis de construire là avec le titre foncier d'un dauphin. Mais du moment où il n'y a pas eu mutation, d'un défunt. Voilà. Du moment où il n'y a pas eu mutation, on n'a pas changé de nom
pour le titre foncier, vous voulez qu'on fasse comment? C'est comme vous, Samuel, vous avez un véhicule, si vous me vendez votre véhicule, je le prends. Et que je ne m'arrange pas pour qu'on puisse faire la mutation à mon nom. Mais dans tous les circuits administratifs, c'est votre nom qui va figurer sur tous les papiers. Et que vous soyez là ou pas. C'est votre propriété. C'est surtout fréquent pour les véhicules. Bien sûr, Voilà. bien sûr, oui. C'est votre propriété. Si jamais demain, moi j'ai ce véhicule-là et que je n'ai pas fait la mutation et que je suis en train de rouler et en circulation, je commets des infractions et on m'arrête, mais on remontera à celui qui a son nom sur le titre. Vous aurez des problèmes, Samuel. Donc, je crois que c'est un peu ça. Donc, nous aussi, nous devons des fois avoir... Et je crois que le confrère aussi a manqué un peu d'humilité. C'est que, des fois, vous savez, les convocations de la HAC même, ça pose problème. Déjà, quand on vous convoque, vous êtes déjà dans un état d'esprit et les gens, ils vont sur... Quel état d'esprit? Ceux qui sont là-bas, ce sont nos collègues. Oui, je ne crois pas qu'ils portent des cordes sur la tête. Il faut avoir passé par là. J'y étais, il y a encore quelques mois, j'y étais. Je peux en parler. Non, ce sont des collègues. Si vous êtes sûr de votre fait, il n'y a pas lieu de dire que... sûr. Non, mais c'est-à-dire que... Non, parce que... Non, ce qui pose souvent problème avec Ferdinand Haïté, c'est... Ou bien avec les journalistes en général, c'est le moment où vous présentez les preuves. C'est ça le problème. Mais ce que je voudrais ajouter... Bon, lui, il dit avoir des preuves. C'est pour ça, moi, j'essaie d'éviter le fond de l'affaire. Voilà. Je préfère qu'on reste sur la périphérie. On brode à la périphérie. Mais ce que je voudrais ajouter alors, en restant à la périphérie, c'est que le titre que Ferdinand Haïté donne, le titre a des connotations. C'est ce que nous oublions souvent. Le titre dit « Justice, succession Georges Koudao, Maître Kofi Tcholignanou, un faussaire au gouvernement ». Qu'est-ce que ça a à voir? C'est-à-dire le surtitre avec le titre qu'on a donné. Qu'est-ce que le titre a à voir avec le surtitre? Vous voyez, mais ce que j'appelle connotation, c'est que lorsque vous dites qu'un faussaire au gouvernement, au fait, ce qui donne le poids à ce faussaire-là, c'est le gouvernement. Bien sûr, bien sûr. Donc, lorsque vous voyez, ça, c'est le sens connoté. Donc, si Maître Tcholignanou n'était pas au gouvernement... C'est comme si on n'allait pas obtenir le permis de construire. Vous voyez, c'est que ce que je voudrais dire... Non, voilà, ce que je voudrais dire là, c'est que le sens connoté, c'est ce qui apporte la gravité des faits qu'on reproche aux journalistes. Lorsque vous placez le faussaire, vous n'avez pas parlé de Maître Tcholignanou, mais vous parlez en tant que maître, de lui comme ministre. Parlez en tant que... Et c'est grave. Et c'est très grave. C'est pour cela que je dis que souvent, nous arrêtons peut-être au sens... Et puis, peut-être que sans doute que le journaliste l'a fait exprès. Parce qu'il lit Maître Tcholignanou à un gouvernement. Donc, il lit Maître Tcholignanou à un gouvernement, le lit à un premier ministre, et le lit à un président. Voilà. Je crois que le sens, c'est le sens connoté qui apporte la gravité. Et je crois que c'est pour cela même qu'il est si lourdement sanctionné. Donc, dans ce titre-là, il y a le titre est tendancieux et le titre-là manque, je crois, je ne dirais pas de respect, mais emballe tout un ensemble, de personnes et le gouvernement et le chef de l'État, parce que, ben voilà, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et je crois que si on ne prend pas garde à des titres comme ça, se disant que, parce que l'opinion perçue en général, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. C'est un faussaire, c'est gouvernement. Mais lorsque vous lisez le surtitre et le titre, en chutant sur ce titre-là, un faussaire au gouvernement, on a l'impression que le surtitre, en principe, devait aller dans ce sens. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on appelle... Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que la HAC a pris sa décision, qu'on soit d'accord ou pas, elle s'applique. Maintenant, on a aussi l'impression que peut-être on laisse passer trop facilement. Il y a des voies de recours, je lisais encore l'application de Jerry Tama qui dit mais on peut attaquer. Ah oui, même le ministre Trimois, je crois, au cours d'un débat avec des acteurs des droits de l'homme, avait dit que malheureusement, nous les journalistes, nous sommes trop plaintifs. C'est-à-dire que quand on nous sanctionne,
on oublie qu'il y a des voies de recours. On peut saisir la Cour administrative de la Cour suprême pour annuler peut-être cette décision-là de la HAC. Mais on n'exploite pas ces voies-là. Peut-être qu'on ne fait pas suffisamment. Les gens trouvent peut-être la facilité de dire, bon, c'est la justice, elle est corrompue, elle est ci, elle est ça. C'est ça, on ne fait pas suffisamment confiance à notre justice. C'est pour cela qu'on n'exploite pas cette voie-là. Ou encore peut-être que ça va engager des frais qu'on n'a pas forcément, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des journalistes, que ce soit les directeurs de publication et autres là, c'est des gens qui végètent, qui le diable par la queue. Moi, je voudrais que, au lieu que la HAC, là, coûte à tirer sur nous, à nous sanctionner et autres là, que cette HAC là puisse nous aider afin que nous puissions créer les meilleures conditions pour que le travail que nous faisons soit plus rentable pour nous. Bon, maintenant qu'on passe aux sociétés, peut-être que... Non, mais là, on nous met la corde au cou. Quand nous devenons société, avec quoi nous allons payer les impôts? D'abord, il y a un problème de salaire. La majorité des journalistes, la majorité de nos collaborateurs n'ont pas de salaire. Mais c'est des déplacements, c'est des intéressements. Ça, on ne peut jamais parler de salaire. C'est rare les rédactions où des gens ont des salaires. Même si vous avez des salaires, peut-être sur 5 mois, on vous paye un mois. Ce métier-là, nous le faisons parce que nous l'aimons. Et le grand frère l'a dit tantôt, parce que beaucoup ont d'autres activités à part le journalisme. Non, s'il faut vous êtes obligé. Voilà, s'il faut vivre, ne serait-ce que du journalisme, je crois que beaucoup, on va décéder, on va mourir en cascade. Et qu'on ne va pas croire que c'est bien rose pour ceux qui sont en télé ou en radio. Dans ce cas, on ne peut plus s'appeler journaliste, parce qu'un journaliste, c'est celui qui tire combien? Bon, je pense 75% de voilà. Malheureusement, au Togo, ce n'est pas le cas, puisque d'abord, nous n'avons pas de marché publicitaire. Oui. Il n'y en a pas. Or, le journalisme ou les médias, c'est le marché publicitaire qui les nourrit. Nous n'en avons pas. Et les quelques marchés qui existent, c'est donné ne serait-ce que pour un groupe. Mais encore, il faut faire partie des réseaux pour en avoir. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Ferdinand, peut-être, il n'a qu'à prendre l'initiative, exploiter cette voie de recours-là en saisissant. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président Abdoulaye Yahya, qui connaît bien, puisqu'il a eu à travailler sur le code de la presse. L'ami des journalistes. Voilà, qui connaît bien nos problèmes, qui connaît bien nos réalités. Ferdinand n'a qu'à faire cet effort-là en saisissant la chambre-là pour voir la suite à donner. Parce qu'il faudrait que nous aussi, nous puissions user des recours que les lois nous donnent, nos confrères. Et donc, qu'est-ce qu'on dit pour peut-être fermer cette parenthèse? Il faut beaucoup de professionnalisme de la part des médias eux-mêmes, mais aussi peut-être beaucoup de pédagogie de la part de la HAC. Oui, je crois que si il y a la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication, il ne faut pas que l'autorité là ne voit que son aspect autorité. Et je crois que les collègues qui sont là-bas, ce sont des gens issus du métier. Ce sont des journalistes, ils ont été journalistes pendant longtemps. Du privé comme du public. Du public, ce sont des gens en principe rompus au travail du journalisme. Et eux-mêmes, ils savent les difficultés que nous rencontrons, les difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de cette profession-là. Ils doivent être souvent indulgents à l'égard des journalistes. Indulgents, je ne leur demande pas d'être permissifs, d'être indulgents, c'est-à-dire de savoir juger les cas et pour ne pas jeter l'enfant avec l'eau de bain. Et je crois que c'est en ce sens-là que nous parlons de leur part aussi d'une forme de professionnalisme. Lorsqu'on parle de professionnalisme, il n'y a pas que les journalistes qui doivent être professionnels, mais chacun en sa matière, doit être professionnel, parce que être professionnel aujourd'hui, c'est de mettre à profit l'expérience qu'on a, la connaissance du sujet, l'expérience et la connaissance du sujet, et surtout voir les perspectives. Il faut que les perspectives qui s'ouvrent aux yeux devant les journalistes permettent justement aux journalistes d'espérer
prospérer et de se dire qu'ils peuvent prospérer. Merci, Voilà. Chris Ega. Merci, Thierry Afanoukwé. Merci à vous tous aussi d'être restés avec nous. On se retrouve demain.